Salut tout le monde, c'est Gis, merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Et si d'une face de mur blanche comme celle-ci, on passait à cela, un joli petit enduit décoratif? Ça apporte du charme, non, dans la pièce? Dans ce tuto, je vais vous apprendre à réaliser un décor, en l'occurrence c'est vraiment un décor maison, vous allez voir, c'est rien d'insurmontable. Et le gros avantage également, c'est que ça coûte une figue. C'est parti! Première opération, je vais appliquer un papier de verre, comme ici à la main, et vous le verrez, on va le faire également à la machine. Granulométrie 150, ça va permettre de casser toutes les petites aspérités. Et puis, ça arrive également que quand on vient appliquer la sous-couche, comme ici, vous voyez, ça peut faire ce qu'on appelle des petits dépôts là, de peinture. Voilà, vous en avez un, vous voyez, petit dépôt de peinture. Tout ça, évidemment, étant donné qu'on va faire un enduit décoratif, on peut clairement pas se permettre de laisser ce genre de choses. Ça va se mélanger à l'enduit, vous allez le disperser, ça fait des rayures, c'est dégueulasse, on devient fou avec ça. Première opération, un petit coup de papier vert sur le périmètre, 2-3 cm, c'est juste évidemment pour se dégager, dessus des plaintes également, avant passage de la ponceuse. Ma ponceuse est une ponceuse excentrique, course de 5 mm diamètre 150. Elle a un variateur de vitesse. Vous voyez, je vais travailler entre le 2 et demi, le 3. Ça sert à rien que ça tourne trop fort. C'est juste pour pas altérer évidemment le film de peinture ou de sous-couche. Ici, c'est la sous-couche, mais vraiment pour enlever les petites cochonneries dessus. Le ponçage est terminé, voilà le résultat que vous devez avoir, alors soit sur la sous-couche, soit directement évidemment sur un film de peinture. Vous voyez, c'est dépointé, ça brille un petit peu, on voit bien le passage à la machine, mais par contre, vous voyez, je n'ai pas insisté évidemment pour altérer le film de peinture et surtout lui faire des marques. Qui dit ponçage dit chiffonnette microfibre. Pour vous donner une idée, là j'ai 8,40 m² de superficie utile. Il faut compter voilà 2 chiffonnettes pour pouvoir bien dépoussiérer le support, particulièrement si vous êtes comme moi avec une sous-couche glycéro, parce qu'il faut savoir que le voile de poussière il est généralement un petit peu plus marqué. Le produit, je l'ai préparé à l'atelier et vous voyez, je l'ai conditionné ici dans un seau de 15 litres pour que ce soit bien propre. Là, on est sur un produit maison, il faut un petit peu de matériel. Alors j'entends, c'est pas du matériel qui coûte une blinde, mais pour faire des produits et des revêtements décoratifs, il faut un peu de matos. Pour commencer, il va falloir des couteaux décoratifs. Alors en fait, un couteau décoratif, c'est une lame souple. Ici, j'ai des couteaux de chez L'Outil Parfait, vous voyez. Donc un couteau souple, je vais prendre par exemple celui-ci qui est un 8. Vous voyez, un couteau souple, c'est ceci. C'est, voilà, la lame. Vous voyez, elle se plie parfaitement. Vous voyez, entre guillemets, j'en fais ce que j'en veux. Si je prends dans la même marque, mais ce qu'on appelle un couteau dit américain, un couteau plaquiste, en fait, vous voyez, c'est beaucoup plus rigide. Pour le coup, ce genre de couteau, c'est pas adapté pour le décor qu'on va faire, parce qu'on va faire ce qu'on appelle une imitation de stuc. Alors, c'est pas le plus petit, ça fait partie des petites longueurs et des petites largeurs. Vous avez un petit platoir dans ce qu'on appelle décoratif. Ici, on est en 8 cm de largeur, 20 cm de longueur. Et là, par contre, c'est ce qu'on appelle une lame de 0,6 mm d'épaisseur. C'est clairement une épaisseur qu'on utilise sur des platoirs traditionnels. Donc, vous aurez, on va dire, une certaine fermeté avec le platoir qu'évidemment, au couteau, pour le coup, vous ne l'aurez pas. Mais vous verrez, le couteau à l'application et, on va dire, pour certaines choses techniques, avoir de la souplesse, ça va bien nous rendre service. Je vais préparer là, ici, donc le produit, il va y avoir ce qu'on appelle un temps de repos. Je vais vous le montrer, parce qu'il faut, voilà, entre 20 minutes à une demi-heure, en sachant qu'une demi-heure, c'est quand même intéressant. Étant donné que ce sont des colorants en poudre, c'est quelque chose que j'ai préparé hier. Colorant en poudre, l'avantage, c'est que c'est inerte, ça se conserve indéfiniment. En fait, ce qui va plus poser problème, c'est le produit. Là, en l'occurrence, on est sur un enduit. Donc, c'est l'enduit qui va avoir une durée. Généralement, ça va de 9 à 12 mois. Donc, très honnêtement, si vous le conditionnez comme ici, avec un seau, avec un couvercle, c'est quelque chose que vous pouvez conserver quand même un moment. Et moi, tous mes enduits décoratifs, je les prépare comme ça, toujours avec des pigments naturels. Par contre, il faut penser un petit peu à brasser et aéré. J'ai une hélice malaxeuse bi-étagée. On va mettre juste un petit coup, mais gentil, pas d'eau, c'est juste à sec, c'est pour voilà réaérer un petit peu l'enduit et éviter ce qu'on appelle les fusées colorantes, particulièrement évidemment présents avec des pigments, alors que ce soit d'ailleurs du synthétique ou du naturel. Je viens de l'aérer, je viens de le décompacter parce que forcément dans un véhicule, ça bouge, ça se tasse. Donc là, vous voyez, on a une belle souplesse. Je vais approcher de l'eau et on va préparer le mélange.
Vous avez vu, c'est joli, hein? Alors attention, la couleur, c'est quand même trompeur. Vous voyez, là, ça peut donner l'impression que c'est quand même très très foncé. Il faut savoir qu'avec des pigments naturels, la teinte que vous voyez là à l'heure actuelle, elle va être divisée par 2. L'enduit est mélangé. Vous voyez, je tourne quand même à vitesse réduite. J'ai à peu près 8,40 m. Donc, j'en fais forcément un petit peu plus. Ça, il faut bien y penser quand vous allez préparer parce que vous allez voir, on peut faire le produit en 2 ou 3 couches. Si, je sais pas moi, vous en faites pour 4 mètres carrés, que vous recommencez, que vous n'êtes pas rigoureux sur l'eau, que vous n'êtes pas rigoureux sur la teinte, vous allez avoir clairement des taches. Mais alors, pour le coup, ça va vraiment être identifié sur le support. Donc, préparez toujours la quantité qu'il faut, un petit chouïa de plus. Je le laisse reposer une petite demi-heure. Le temps de repos de l'enduit est passé. Place, vous voyez, à l'application. Là, on a ce qu'on appelle une consistance normale. Je vais travailler avec le couteau de 12 cm de largeur. Ça va aller très bien là pour, vous voyez, détourer entre guillemets le périmètre. Alors, vous voyez, il faut être vigilant évidemment. Puisque là, pour le coup, le plafond est propre. Je ratisse pas à 0. Je laisse un tout petit peu de matière. Vous allez voir, après on va le travailler. Vous voyez, la couleur c'est trompeur, hein. Faut faire attention. Faut pas croire que ça va rester comme ça. Loin de là. Étant donné que c'est vraiment l'effet stuc, donc c'est vraiment le travail de la matière. Je graisse un petit peu le platoir. Vous voyez, j'ai commencé un petit peu à avoir ce qu'on appelle une gestuelle un petit peu ample. Vous voyez, de mettre des petits coups. Là, je commence à faire ce qu'on appelle des, entre guillemets, des vagues, hein, des petits coups. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'éclairer à la lumière rasante, hein, parce que sinon, l'effet, en fait, vous le voyez pas. Mais je laisse un petit peu de matière. Vous voyez, regardez. Hop, je travaille. Je fais ce qu'on appelle un effet légèrement structuré. Clairement, je ne tire pas à 0. Vous voyez, je laisse un petit peu de matière. Je graisse, j'applique, je pose, je graisse, je reprends. Vous voyez, vraiment gestuel. Je reste, on va dire, dans une certaine souplesse. Il faut vraiment, quand on fait vraiment ce qu'on appelle être créatif, entre guillemets, il faut vraiment pas, on va dire, se focaliser sur quelque chose et vraiment laisser travailler son esprit. Vous voyez, là, vraiment. Une bonne petite gestuelle, vous voyez, ça fait comme une espèce de, un petit peu des vagues. Je viens de démarrer l'enduit. Il n'y a pas d'arrêt, pas de pipi, pas de caca. Il faut tout anticiper avant. Là, pour le coup, vous démarrez. C'est valable en première, deuxième, voire troisième couche. Il faut être sûr de son coup. On démarre le travail. Vous voyez, menuiserie, pour le coup, il faut la tenir fermée. Pas de courant d'air, il faut pas que ça sèche. Alors là, vous voyez, là, je travaille un petit peu. Ce qui est important, il faut avoir, vous voyez, des petites cotes, ce qu'on appelle les aspérités. Ça, pas de problème. Mais clairement, il faut pas des choses comme ça, vous voyez. Ça, là, c'est déjà trop épais. Il faut faire attention. Donc là, on vient, on adoucit. Vous voyez, avec le couteau souple, voilà, ça me permet vraiment de travailler, évidemment, de plier la lame, de m'adapter au support. Alors, je ne mets pas de scotch volontairement parce que la peinture, c'est très récent. C'est trop fragile, je risque d'abîmer mon film de peinture, donc je ne le fais pas. S'il y a des petites choses, c'est de l'enduit, on arrive quand même à nettoyer et faire ce qu'on appelle des petites retouches avec un tout petit pinceau, un pinceau d'artiste. Je suis en train d'arriver au niveau des plaintes pour traiter les plaintes parce que ce qui fait joli évidemment, c'est d'avoir le produit sur le dessus des plaintes. J'ai avec moi, et je vous la montre parce que c'est pas très courant, vous voyez, c'est ce qu'on appelle une quintuple 0. C'est une 11 mm, ça c'est de la marque Chalimont. Chalimont, c'est l'outil parfait. 11 mm, c'est la plus petite en brosse à réchampir et vous allez voir, regardez ce que je fais. Je l'humidifie un petit peu au préalable. Je trempe, vous voyez, la petite brosse et 11 mm pour ce genre de choses, c'est super, vous voyez. J'applique finalement de l'enduit sur, vous voyez, le dessus de la plainte, comme si j'étais en train de peindre, mais peindre, on va dire, un petit peu de manière grassement, quoi, vous voyez, pour ne plus voir de traces, évidemment, de là, comme la sous-couche, hein. Le dessus des plaintes, je viens, je fais un petit peu mon effet, et quand l'effet
est fait. Si justement j'ai un tout petit peu trop insisté, vous voyez, rebelote, là je passe doucement la petite brosse de 11 mm, vous voyez, regardez, j'estompe. Là c'est pareil, vous voyez, on a un peu du blanc, hein, le blanc c'est pas bon. Et là même chose, vous voyez, hop, petit maquillage. Et là au moins je touche plus. Après évidemment il faut nettoyer la plainte, j'entends, ça c'est pas un problème. On pense bien de temps en temps à nettoyer le matériel parce qu'évidemment, on va dire que ça dépend évidemment de la température de la pièce, mais globalement, ça sèche quand même assez vite. Et après, évidemment, ça tombe et ça va contaminer l'enduit. Donc là, vous voyez, je nettoie et surtout, ça permet évidemment d'avoir les couteaux propres, comme là. Quand il y a des jonctions, on va dire au plafond ou avec un retour de mur, bon, il faut que ce soit propre. Et la petite brosse, c'est pareil, elle, on profite, voilà, pour qu'elle reste propre. Vous voyez, on a les motifs évidemment qui se, voilà, qui se dessinent au fur et à mesure et on va dire au gré de la créativité évidemment de chacun d'entre nous. Vous voyez, regardez, hop, quand je charge, je graisse mon petit platoir, vous voyez, regardez, je pose. Et là, je pars, vous voyez, assez rapidement à l'horizontale. Avec votre platoir, plus vous allez travailler à l'horizontale et plus automatiquement vous allez déposer de la charge. Si vous partez plus à 45 degrés, vous allez ratisser, donc travailler surtout à l'horizontale. Vous voyez, on prend un peu de recul, on regarde, voilà, on est globalement propre. Alors pensez bien que là déjà, on ne peut plus y revenir dessus, c'est terminé. Vous voyez la différence, ici ça brille, je pourrais éventuellement retoucher, éventuellement. Ici, ça ne brille plus, on a ce qu'on appelle l'eau de gâchage qui s'est déjà évaporée, principalement on a évaporé puisqu'elle ne migre pas dans le support. Donc là, clairement, on s'y aventure plus. Vous voyez, il ne faut pas hésiter de revenir un petit peu dans le décor. Quand on s'aperçoit par exemple que les coups c'est toujours dans le même sens ou un petit peu trop rapproché, hop, de regarder un petit peu, vous voyez par exemple là, oh, c'est pas très joli. Donc là je viens, vous voyez, je le prends, je le retravaille un petit peu. Vous voyez par exemple là, vous voyez cette zone là, ça c'est trop rapproché, ben je viens, hop, on le disperse. Et comme ça, on essaie d'avoir quelque chose d'un petit peu harmonieux, sans trop réfléchir, j'entends. Mais que ça fasse pas un ramassis, parce que quand vous allez faire la deuxième, voire la troisième couche, c'est quelque chose qui peut se voir. Et c'est pas forcément, on va dire, toujours très plaisant. Je profite, vous voyez, pour nettoyer un petit peu les plaintes. Donc on cale. Vous voyez là, j'appuie avec mon pouce, je cale mon doigt ici, mon index, pour que ça ne bouge pas, et que ça fasse entre guillemets le petit train. Et vous voyez, je suis les plaintes un peu comme si je nettoyais des plaintes à la peinture. L'avantage, c'est que voilà, c'est de l'enduit. C'est facile à enlever, évidemment, avec de l'eau et une éponge. Première couche du décor terminée. Globalement, en temps de séchage, on est à minima à 6 heures. 6 heures parce qu'en fait, on a quand même une certaine richesse là avec les colorants. Si vous pouvez, dans la mesure du possible, l'idéal est de laisser passer 24 heures. Moi, c'est clairement ce que je vais faire. Sachez que dès l'instant où vous avez terminé, rien ne vous empêche évidemment d'ouvrir vos menuiseries et de faire un courant d'air. Alors, j'entends pas comme si vous aviez un Mistral qui traverse la pièce, mais d'aérer, c'est très bien. Ça va accélérer évidemment le temps de séchage et évidemment éliminer toute cette humidité qu'il peut y avoir. Tout dépend évidemment, on va dire, de votre support. Moi, pour le coup, j'ai une sous-couche glycéro, donc forcément, ça sèche quand même moins vite. La première couche d'enduit est désormais bien sèche. Voilà ce que ça donne, voilà, globalement sur l'ensemble. On va passer un vieux couteau ici à enduire largeur 15. Ça reste un couteau souple. Je vais gentiment égrener, dépoussiérer et l'enduit est au repos parce qu'il faut compter un quart d'heure, 20 minutes, mais pas plus. Et ensuite, on va redémarrer. Mais là, pour le coup, la grande différence, c'est que là, on va pas laisser de charge. Je vais, vous allez le voir, ratisser avec mon platoir décoratif et vraiment travailler ce qu'on appelle dans le gras. Donc vous allez le voir, je vais introduire de l'huile pour pouvoir ce qu'on appelle faciliter la glisse, améliorer aussi le travail du platoir. Je vais littéralement, voilà, ce qu'on appelle graisser l'enduit parce que sinon en fait ça fonctionne pas. Vous n'arrivez pas à faire ce qu'on appelle un effet particulier sur le mur. Première opération, j'égrène. Alors on entend pas mal la lame du couteau chanter, regardez. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que de l'enduit. Il y a autre chose, il y a ce qu'on appelle
une charge, ça permet de donner un peu du corps et puis ça permet également, vous voyez, forcément, ce qu'on appelle de, entre guillemets, de ferrer, hein, puisque c'est comme j'égrène, mais c'est comme si je ferrais. Et c'est pour ça que vous voyez apparaître ces marques et surtout, c'est pour ça que vous l'entendez bien chanter le couteau. Après l'égrenage, on n'échappe pas évidemment à la chiffonnette microfibre. C'est vraiment pour enlever voilà, le petit voile de poussière, les petites aspérités qu'il peut avoir. Par contre, attention, quand on égrène, évidemment, vous avez vu, j'ai fait un petit décor avec le platoir. On n'est pas là, évidemment, pour tout défoncer. Donc, juste vous passez à la surface assez rapidement. Mais ne partez pas dans l'idée d'enlever toutes les côtes. Les côtes, vous allez le voir, on en a clairement besoin. Ça participe, évidemment, on va dire, à l'aspect décoratif de l'ensemble. Le complément de recette de Tonton Gis. L'enduit est prêt. Pour vous donner une idée, j'ai 8,40 mètres carrés. Je me suis quand même préparé 3 kilos à sec d'enduit parce que voilà, moi je parle toujours à sec. Il faut surtout pas tomber en panne parce qu'on aura le raccord, je peux vous garantir qu'il soit comme un nez sur la figure. On se dégage le périmètre pour avoir quand même un petit peu plus d'aisance dans le travail. La première couche, en fait, on forme un décor. On structure le décor et la deuxième couche, en fait, on vient ratisser, tirer à zéro. Et là, je dégage pour que j'ai de la place parce que je suis vraiment évidemment trop serré contre le plafond et le retour du mur. Et là, vous voyez, c'est parti. Je travaille l'enduit. Je ferre ce qu'on appelle dans le gras, vous voyez. C'est l'opération la plus technique, hein, en soi. Il faut faire attention de ne pas décoller l'enduit. Vous voyez, j'ai des gestes qui sont assez amples. Mais je ne laisse pas de charge. Et surtout, voilà, on ne traîne pas. Là, pour le coup, il va y avoir un rythme de travail qui est quand même plus important, plus cadencé. Alors, on ne fait pas de manque, hein, ça c'est très important. Pas de manque parce que c'est quelque chose qui va se voir. Ça vous fait des zones qui sont plus mates. Vous voyez, là, je travaille. Je peux revenir un tout petit peu évidemment dans le frais. Parce que justement, je suis un peu gras, donc ça aide, hein, ça facilite évidemment la glisse. Hein. Lui, il permet en fait de travailler l'enduit avec un petit peu plus de facilité, de revenir dans le gras. Étant donné qu'il y a de la poudre également, ça permet aussi de faire rouler l'enduit parce que sinon en fait vous rayez un tout petit peu trop, vous marquez trop le support. Vous voyez, je travaille avec un platoir plutôt à 45, alors je suis entre 30 et 45 degrés globalement. On entend chanter, je tire à zéro, ouvertement. Et vous voyez, vous n'avez pas d'apparition de bulles, on tire à zéro. Attention, quand on travaille l'enduit, on ne repasse pas 20 fois dessus. C'est comme ça qu'on peut le faire buller. On ne passe pas à sec non plus. À sec, en fait, il vous fait gonfler l'enduit. Il se décroche. Et littéralement, ce qu'on appelle des bulles. Ça se voit. Vous voyez, là, on voit vous voyez, des coups dans tous les sens. Je suis relativement ample. Il faut bien penser, vous voyez, à le travailler. Parce que si vous ne le travaillez pas, vous voyez, que vous passez juste comme ça, vous voyez, je pense que ça peut se voir à l'écran. Vous voyez tous ces petits traits là. Eh bien, en fait, c'est un effet qui est saccadé parce qu'on ne fait pas suffisamment rouler le grain. Voilà, donc il faut faire attention. Je vais vraiment vous montrer comment on le fait propre. J'exerce une pression sur mon platoir. Alors j'entends pas à faire décoller l'enduit, mais suffisamment pour pouvoir correctement ratisser et surtout, vous voyez, je ferre dans le gras. Là, on le voit, hein, que ça brille. C'est l'humidité de l'enduit, l'eau de gâchage, mais c'est aussi parce qu'il y a de l'huile. Et c'est ce qui participe évidemment à la réalisation du décor et particulièrement la deuxième et la troisième couche. Si tant est que la troisième est nécessaire. Vous voyez vraiment le maniement du platoir, je décolle bien.
Vous voyez, quand je rentre, je suis vraiment entre 30 à 45 degrés, parfois un tout petit peu à plat quand je veux estomper. Mais comme on doit ferrer ce qu'on appelle dans le gras, parce qu'on peut ferrer à sec, ferrer dans le gras et même faire les deux, là je ferre en même temps dans le gras. Donc il faut forcément avoir un angle de travail un petit peu plus prononcé pour pouvoir écraser et un peu entre guillemets tirer la matière. Vous voyez ce que je fais clairement. Vous voyez ce genre de choses là par exemple, ça il ne faut pas que ça reste. Voilà, ça c'est clairement pas joli. En tout cas, pas en finition. Quand on est tout seul, il n'y a pas de secret, la travée elle a le temps un petit peu de mater. Quand on revient dessus, on envoie un petit peu voilà, des coups de platoir un peu à droite à gauche. En fait, c'est pour estomper un peu, casser un peu la travée. Vous voyez comme ici, là j'en ai une, hein, clairement. Quand je viens, voilà, je travaille, vous voyez, je travaille un peu dedans. Bon, je pars pas non plus à cul de la paluche. Là, je reviens un peu, vous voyez. Hop, là, je mords. En fait, c'est pour perdre un petit peu que l'œil voilà, ne s'habitue pas à dessiner des travées. Vraiment avoir des retours un petit peu différents. Vous voyez ces petits là, petites saccades de platoir. Ça, faut l'enlever, c'est pas joli. Ça, c'est des à-coups. Ça, c'est parce que je viens de travailler un tout petit peu trop à sec. Alors, et d'une, c'est pas joli, et de deux, le risque, c'est de vraiment faire ventouse et décoller en deux. Voilà, c'est terminé, en tout cas pour la deuxième couche. J'évaluerai évidemment demain, parce que là, c'est quand même la fin de la journée, il faut bien laisser sécher tranquillement. Là, pour le coup, vous pouvez aérer hein, sans problème. Pour vous donner un ordre d'idée de consommation. Première couche, vous avez vu, je l'ai fait structurer, il y avait quand même un petit peu de matière. J'ai consommé 1047 grammes au mètre carré, donc c'est-à-dire un tout petit peu plus d'1 kilo. Deuxième passe, vous avez vu, je suis venu bien ratisser. J'étais accompagné de l'huile, donc ça facilite également la glisse. J'ai consommé 471 grammes au mètre carré. Je vais laisser sécher tranquillement. Demain, je passe à la dernière étape. Quand je dis dernière étape, c'est si ma cliente, ça lui convient là. La dernière étape, en fait, ça va être vraiment ce qu'on appelle l'étape qui va permettre de révéler pleinement le décor. La deuxième passe est désormais sèche. Je l'ai montré à ma cliente, ça lui satisfait. Donc à partir de là, pas de nécessité d'appliquer évidemment une troisième et dernière passe d'enduit. Voilà ce que ça donne. J'ai ferré, vous avez vu un petit peu l'action de travail hier, j'ai ferré ce qu'on appelle dans le gras. Alors je pense que ça doit se voir à l'écran, ça brille un petit peu. C'est la présence évidemment de la poudre de marbre. La poudre de marbre, il y a plusieurs granulométries. D'ailleurs, quand elle est très fine, on appelle ça une farine de marbre. Ce qui est vraiment intéressant avec évidemment ce type de produit, et c'est vraiment une recette maison et pour le coup, ça coûte 3 fois rien. Ce qui est intéressant, c'est que si le décor il vous plaît tel quel, eh ben vous avez rien d'autre en soi à faire. J'entends attention en pièces sèches. Pièces humides, c'est complètement différent. Mais en tout cas, pièces sèches comme ici, une chambre, il n'y a rien d'autre à faire. En fait, vous voyez, si on met bien la caméra sur le côté, on a un rendu un petit peu minéral. On a vraiment ce qu'on appelle un fini mat. Ça ne brille pas. Mais le top du top, c'est que si le mat, bon, ça ne nous emballe pas, on va dire, outre mesure, vous allez le voir, je vais faire une dernière, on va dire, opération. Je vais venir ferrer légèrement à sec et vous allez voir, forcément, les marbrures vont commencer à un tout petit peu plus apparaître. Et encore mieux, je peux même travailler, voire estomper. Ça, ce type de produit, voilà, vraiment, je le dis, quand vous allez commencer à maîtriser à le faire, si ça vous plaît, vous allez commencer à le mettre de partout. On va changer de platoir, on va laisser tomber le platoir en 0,6 mm parce que bon, il est quand même assez épais et évidemment, il a ce qu'on appelle un toucher ferme. Là, on va travailler, regardez, avec un platoir qui est beaucoup plus souple. Alors ça reste évidemment les platoirs de chez L'Outil Parfait puisque leur réputation n'est plus à faire évidemment dans le domaine de la coutellerie. Là, on a un platoir qui est plus grand puisqu'il fait 270 mm de longueur. Il est trapézoïdal, on ne dirait pas, mais il fait 75 par 83 mm de largeur. Son principal usage, c'est de ferrer à sec et d'éventuellement
de lisser des enduits, alors particulièrement des enduits extra fins, parce qu'il faut bien penser que ce type de platteur, vous voyez, avec la souplesse qu'il a, vous voyez, j'en fais, entre guillemets, hein, j'en fais ce que j'en veux, hein, forcément, il va s'accommoder du support. On travaille entre 30 à 45 degrés, vous voyez. J'appuie pas fortement pour deux raisons. Plus j'appuie, plus je fais chauffer évidemment la lame. Faut faire attention, c'est un enduit. J'ai déjà vu sur des chantiers, moi, des personnes ferrer de trop. Et en fait, vous commencez à le faire craqueler, il peut même tomber. Et je n'appuie pas non plus, tout simplement pour respecter le choix de ma cliente qui m'a dit quelques petites brillances, mais elle ne veut pas que ça brille de trop. Donc voilà, j'y vais, on va dire, de manière modérée. Alors, vous voyez, là, sur le coup, on voit pas grand-chose. On voit des petites traces, mais vous allez voir, ces petites traces-là, c'est quelque chose qui va disparaître. On l'entend chanter, en fait, c'est vraiment la poudre de marbre. C'est vraiment la lame qui frotte, évidemment, contre la poudre de marbre. Et c'est elle qui va, évidemment, nous permettre de ferrer et de faire ce qu'on appelle, voilà, des brillances. Avec les brillances, avec les marbrures. Voilà, franchement, c'est sympa, sympa, hein. Je mets un petit coup. Vous voyez comme il est souple, je peux travailler avec la pointe, vous voyez, regardez, la pointe, elle se plie. Et j'y vais très très modérément. Si vous aimez que ça soit plus brillant, qu'il y ait voilà, plus d'effet, vous pouvez passer un tout petit peu plus et vous allez évidemment appuyer un tout petit peu plus sur la lame. Vous voyez, j'y vais tout en douceur. Je ne veux pas faire voilà, trop de coups. On entend la poudre de marbre. Et après, évidemment, c'est vraiment dû à un dosage. Alors, la granulométrie, évidemment, de la poudre de marbre, ça y participe, ça c'est un fait. Parce qu'il y a plusieurs granulométries. Si le dosage n'est pas bon, ça ne fait pas du tout le même effet. Et après, on a ce qu'on appelle même de l'enduit cassant. C'est pas bon, hein. Aucune durabilité. Puis bon, esthétiquement, c'est zéro, quoi. Là, quand on regarde, c'est pas vilain, mais vous allez voir, on va améliorer les petites traces. Là, vous voyez, tout ça, là, c'est pas très joli en soi. Vous voyez, là, les petits trucs, là, ça, c'est vilain. Vous allez voir, il y a un dernier petit truc, dernière petite action à faire. Et là, pour le coup, ça va se figer, entre guillemets. Et si ça convient, c'est terminé. On ne touchera plus. On prend un chiffon microfibre propre, hein, j'entends, hein, pas un qui a fait la maçonnerie, propre. Ou une peau de chamois, ça va très bien également. Vous voyez les petits à-coups, là, blancs, là. Ça, pour le coup, c'est pas forcément très très joli. Chiffon microfibre. Vous voyez, on vient, on estompe. Et on passe comme ça, un petit coup. Étant donné qu'on a ferré doucement, on ne marque pas le support. Voilà, quand je regarde là, à la lumière rasante, il y a des petites brillances, mais c'est très léger en sachant qu'on peut faire plus. On peut faire plus, c'est pas un problème, je vous garantis qu'on peut le faire plus. Là, je suis sur un chantier, donc moi, elle m'a demandé pas trop, donc je lui fais pas trop, parce qu'elle n'apprécie pas forcément quand ça brille de trop. Voilà, donc je vais vraiment faire ce qu'on me demande. Mélodie s'est mis en lumière rasante, je pense qu'on le voit. Vous voyez un petit peu, ça brille. Alors ça brille de manière modérée, bien sûr. Donc c'est-à-dire en fait, on est comme un effet stuc, mais plutôt un effet stuc qui serait sur un niveau, voilà, on va dire un niveau mat à légèrement velouté. C'est discret. On peut évidemment travailler. Alors je peux pas vous le montrer sur ce chantier. Mais si vous allez continuer un petit peu à ferrer, parce que ce qu'il faut faire, c'est vous faites une passe, chiffon, vous regardez, vous prenez un petit peu du recul. Il faut vraiment prendre du recul, il ne faut pas avoir le nez comme ça, c'est trompeur. Si ça vous plaît, c'est terminé. Si vous voulez apporter une correction, hop, vous repassez le platoir, vous ferrez bien à sec, pression modérée, ça j'insiste bien. Mais bien sûr, plus vous allez passer, plus vous allez faire apparaître
le dessin. Attention, si pour diverses raisons, c'est pas mon cas moi, mais si vous avez laissé un tout petit peu trop de côte, plus vous allez ferrer, plus vous allez, comme je vous ai dit, casser, égrener. Du moment que vous avez égrené le décor, c'est terminé, ça ressemble plus à rien. Il faudra appliquer une troisième couche. Donc il faut être vraiment vigilant, vous l'avez vu. La deuxième partie, c'est vraiment le travail dans le gras. On travaille en fer dans le gras. Alors, c'est trompeur parce que ça n'apparaît pas en fait à l'instant T. Mais vous avez vu, regardez, c'est propre. Les raccords, on ne sait pas trop où ils sont. C'est voilà, ça fait un bel ensemble homogène. Et là, voilà, très honnêtement, je vais finir de passer mon petit coup de chiffon et j'aurai l'occasion évidemment de vous montrer d'autres vidéos où on peut faire quelque chose de beaucoup plus brillant qui va vraiment rappeler un petit peu un vrai stuc brillant ou un tas de lac parce que des effets, on peut en faire tant et plus. Notre petit tuto enduit décoratif est désormais terminé. Si ça vous a bien plu, pensez évidemment à vous abonner à la chaîne et surtout dites-moi en commentaire. Je vous ai pas donné la recette dans cette vidéo, donc si vous voulez vraiment la recette de Tonton Gis, donc c'est-à-dire avec les bons dosages, les produits, enfin vraiment la recette de A à Z, dites-moi le en commentaire et à ce moment-là, je vous prépare une vidéo juste sur la recette et au moins c'est quelque chose évidemment que vous pouvez reproduire à la maison. À bientôt tout le monde.